Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et comme vous avez dit la dernière fois, cette vidéo c'est une vidéo sérieuse, c'est pas une vidéo où on va rire. Là on va parler du sujet d'actualité qui en fait existe depuis très longtemps, le conflit israélo-palestinien. Je tiens à dire, il n'y aura pas d'avis sur quoi ou qu'est-ce, ça va être simplement en première partie, on va vous expliquer un peu l'historique pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas l'histoire, même si normalement c'est connu, mais bon, pour savoir d'où vient en fait, d'où est parti ce conflit de base. Et ensuite on va parler de l'actualité qu'il y a eu cette année, donc début de cette année, pour un peu vous mettre dedans et voilà, let's go. Avant de commencer, simplement je tiens à vous dire que j'ai voulu faire cette vidéo, j'en ai parlé un peu dans mon entourage et j'ai trouvé que voilà, j'ai une plateforme, petite soit-elle ou pas, et je trouve que c'est important d'en parler quand même. Voilà, j'ai décidé d'en parler, même sur TikTok, j'avais déjà fait un TikTok où j'ai pas parlé mais j'ai fait une référence à ça, et là je me suis dit voilà, j'ai envie de me poser et d'en parler, je trouve que c'est important. Donc voilà, c'est beau de faire des vidéos drôles etc, mais à un moment il faut aussi parler de sujets qui sont des fois importants, surtout de cette ampleur. Donc voilà, donc commençons. Donc faut savoir que c'est un conflit donc qui date déjà depuis des années, genre il y a au moins 100 ans. Au tout début, Israël n'existait pas, c'était la Palestine et pas Israël. Et pas Israël, ouais. N'existait pas. Donc faut savoir que dans la province de la Palestine, qui de base était dirigée par l'Empire ottoman à l'époque, se trouvaient donc 80% de personnes musulmanes, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Il y avait déjà à l'époque des juifs dans la Palestine, mais en minorité vu que c'était un pays musulman. Déjà à cette époque, il y avait beaucoup d'antisémitisme et donc beaucoup de personnes sont dirigées ensuite vers la Palestine. En tout bien tout honneur, il n'y avait pas encore ce côté-là d'imposer en fait leur venue. Les juifs de cette époque-là se sont dit on va se diriger vers la Palestine parce que en Palestine, c'était en tout cas au niveau de la Torah, c'était la terre sacrée qui était promise à Abraham, donc on va dire entre guillemets une figure emblématique en tout cas au niveau du judaïsme, qui on va dire est le père du judaïsme. Et c'est à ce moment-là où le sionisme, le mouvement sioniste va commencer à naître. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mouvement sioniste, donc c'est un mouvement politique qui en fait va donner la terre donc palestinienne aux juifs. Petite partie, non? C'était une petite partie au début, c'était pas l'entièreté, c'était une petite partie, mais va donner ce pouvoir entre guillemets aux juifs. Donc vient ensuite là où on va dire tout va commencer, la Première Guerre mondiale, où là donc la Grande-Bretagne va se battre contre l'Empire ottoman. Et donc comme je vous avais dit au tout début, l'Empire ottoman c'est qui dirigeait un peu la Palestine. La Grande-Bretagne va donc gagner cette guerre et a promis avant tout aux Juifs qu'ils allaient leur donner une partie de la Palestine. Okay, à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, les Royaumes-Unis donc ont pris le contrôle donc du territoire palestinien et donc plus ou moins 180 000 Juifs ont été en Palestine puisque la Grande-Bretagne les avait promis un pays. Et donc ça s'est fait après entre 1929 et 1939. Il y a eu toute cette partie de personnes qui ont été en Palestine et donc il y a eu entre guillemets cet exode. Sauf que comme on va dire toute personne à qui appartient ce pays, n'était pas content de voir énormément d'étrangers venir dans leur pays sans leur avis, enfin c'est comme si maintenant on vient chez vous, on vous impose des gens, je pense pas que vous serez content. Et ce qui s'est passé, ils n'ont pas été contents et donc ils ont voulu se révolter. Et donc beaucoup de tensions vont augmenter entre les Juifs et les Palestiniens et donc là va commencer on va dire réellement le conflit. Donc maintenant on va parler de la création d'Israël parce que là voilà sont arrivés et c'est maintenant où la création d'Israël va commencer. Donc en 1947, l'ONU, pour calmer en fait ces tensions, a décidé de créer l'État d'Israël et un État, donc l'État palestinien, un autre État pour vraiment avoir les deux qui cohabitent ensemble en harmonie. Sauf que bien sûr, les pays limitrophes de la Palestine, donc il y avait Jordanie, Irak, Syrie, etc., n'étaient pas contents de ça. Ils ne voulaient pas que les Juifs s'approprient un pays qui était musulman de base, ce que je peux aussi totalement comprendre, puisque donc de base il y avait 1 300 000 Arabes en Palestine pour 600 000 Juifs, et donc dans les plans de base, les Juifs recevaient 55% du territoire palestinien. Ce qui, vous voyez, est illogique puisqu'il y a beaucoup plus de Palestiniens par rapport au nombre de Juifs et ils reçoivent plus que les Palestiniens. Alors que de base, les Palestiniens étaient dans leur territoire. Les Palestiniens avaient 45% des terres. Voilà, on leur enlève plus de la moitié des terres pour moins de personnes. Ce qui est totalement normal de se révolter pour ça. Et ensuite, le 14 mai 1948, je suis désolé pour le nom, je sais pas si j'ai bien écrit, mais bref, Ben Brouillon, quelque chose comme ça, c'était un des leaders du mouvement sioniste, a déclaré donc création de l'État d'Israël sans en parler aux pays limitrophes, sans en parler à l'ensemble des pays arabes autour, ce qui a fait que les pays arabes vont se révolter contre l'État d'Israël, où là vraiment ce sera le début du conflit israélo-palestinien. La première guerre israélo-palestinienne se fait entre 1948 et 1949. Donc ça fait plus ou moins 36 ans où ça a commencé. Mais donc vous voyez déjà que tout ce qui s'est passé avant pour arriver au premier conflit, il y a déjà eu tout, l'appropriation des terres, la création d'État sans en parler, donc déjà avant. Mais le début c'est vraiment 76 ans plus ou moins. Et donc tous les pays limitrophes veulent récupérer Palestine pour
pour enlever l'État d'Israël. Comme vous le savez, Israël a gagné, a su donc se défendre. Plus de 700 000 Palestiniens ont dû s'éloigner de la Palestine et aller en Jordanie, en Syrie, etc. et sortir de leur pays, donc avoir une exode et ce qu'ils appellent eux Naka pour en catastrophe en arabe. Ils ont dû donc partir de leur pays puisque Israël avait vaincu les pays limitrophes. Et en plus de ça, donc elle a pris beaucoup plus de territoire palestinien, en partie Jérusalem-Est, puisque Jérusalem-Est appartient maintenant à Israël et Jérusalem-Ouest appartenait encore à la population palestinienne. Et donc là pour l'instant, deux territoires appartiennent encore à Palestine, qui est la bande de Gaza et la Cisjordanie. Arrivons en 1967, donc c'est la guerre des 6 jours. Donc comme son nom l'indique, la guerre a duré 6 jours. Et il y a eu 750 morts en Israël et plus de 20 000 morts pour tout ce qui est pays arabe. Et donc là, Israël a de nouveau gagné cette guerre et a pris le plateau du Golan qui appartenait à la Syrie, le péninsule du Sinaï à l'Égypte et la Cisjordanie qui donc était dirigée par la Jordanie. On arrive en 1973, donc la guerre de Kippour, où Syrie et la Jordanie s'associent pour aller attaquer Israël. De nouveau, il y a plus de 20 000 morts du côté arabe et 2500 à 7500 pour le côté israélien. Là, Israël a de nouveau gagné cette guerre, sauf qu'elle va faire un compromis avec la Jordanie et la Syrie, qu'elle va donc rendre la Cisjordanie et du Golan à la Syrie, mais Israël leur a demandé de ne plus les attaquer. C'est ce qui a été fait pour pouvoir récupérer donc cette terre. À partir de ce moment-là, il y aura beaucoup d'intifada. Donc intifada, c'est soulèvement en arabe. Donc il y aura de nouveau encore plus de révoltes du côté palestinien pour pouvoir récupérer leurs terres. Et la première intifada se fait en 1987. Donc là, on saute quand même de 1973 à 1987. On saute quand même plus de 10 ans déjà, où ça s'est plus ou moins calmé. Et sa première intifada se termine en 1993 avec les accords d'Oslo. Israël va reconnaître l'organisation de libération palestinienne et vice versa. L'organisation de libération palestinienne va reconnaître donc l'État d'Israël en tant qu'État à part entière. Sauf que le mouvement de droite d'Israël n'accepte pas cet accord et le mouvement islamiste du Hamas ne sera pas non plus pour. Ce qui fait que cet accord entre guillemets n'aura jamais existé puisque cet accord n'aura pas été accepté. Et donc arrive la deuxième intifada entre 2000 et 2005 qui est beaucoup plus meurtrière. C'est une des plus meurtrières de tout ce conflit puisque là il y a eu des attaques suicidaires de la part des Palestiniens et des attaques aériennes de la part des Israéliens où on compte plus ou moins plus de 1000 morts pour les Israéliens et plus de 3000 morts pour les Palestiniens. Je dis bien la plus meurtrière en termes des intifadas, pas des autres guerres qu'il y a déjà eu. Maintenant on va parler vraiment de pourquoi la bande de Gaza est au centre du conflit. Donc comme vous le saviez, donc l'armée israélienne avait la bande de Gaza, vu qu'elle l'avait conquise. Elle va quitter plus ou moins en 2005 la bande de Gaza. Donc ensuite, comme je vous ai dit, donc en 2007, le Hamas, donc considéré par beaucoup de pays européens comme une organisation terroriste, va prendre le pouvoir sur le territoire palestinien. Dans quelle année ? Ça c'est en 2007. Okay. Sauf que, puisque Israël est parti de la bande de Gaza et que le Hamas a pris le pouvoir, Israël fait un blocus. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau des importations, l'eau, l'électricité, rien ne va pouvoir passer à la bande de Gaza. Ce qui va faire qu'il y aura énormément de morts, énormément de chômage aussi dans la bande de Gaza puisque rien ne pourra passer. Israël fait un blocage pour que rien, tout ce qui est ressources, ne passe plus à la bande de Gaza pour donc aider les personnes. Et donc après, ça va de plus en plus vite. Donc en 2008-2009, on a la première guerre du Hamas contre Israël. En 2012, la deuxième. En 2014, la troisième. Tout cela, on va compter 85 morts du côté Israël et plus de 3500 morts du côté palestinien. Les dernières grosses dates donc du côté historique, après il y a eu les différentes choses qui se sont passées jusqu'à arriver aujourd'hui, mais ça c'est Hashtag qui va vous en parler. Et il y a une des questions qui est très importante, c'est pourquoi il y a toujours plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. En fait, il faut savoir, c'est que donc il y a eu beaucoup d'attaques du Hamas vers Israël, donc en lançant des missiles, sauf Israël a ce qu'on appelle un dôme de fer. En fait, ce dôme de fer va permettre d'intercepter tous les missiles, en tout cas une grosse majorité des missiles du Hamas, et donc en fait va les détruire en plein air. Ce qui fait que Israël n'aura jamais autant de dommages que la Palestine, puisque la Palestine n'a pas autant d'armes, n'a pas autant de fonds. Et pourquoi? Le dôme de fer c'est très coûteux. Par missile intercepté, c'est 50 000 $ qui est dépensé à chaque missile. Comment ils ont cet argent? C'est les États-Unis qui sont derrière eux. Les États-Unis donc supportent la Palestine, ça c'est connu. Et donc ce que en tout cas la Palestine veut faire comprendre, c'est que eux ils savent que les États-Unis sont derrière Israël, donc c'est pour ça qu'ils ont autant de morts que les Israéliens. Par contre, Israël dit que pourquoi il y a plus de morts chez eux que donc chez les Palestiniens que chez les Israéliens, c'est parce qu'en fait le Hamas utilise les humains comme boucliers humains, qu'ils cachent leurs armes au niveau de la population, etc. Et donc quand Israël attaque, c'est parce qu'ils attaquent ces endroits-là où il y a la population, mais de toute manière ils attaquent où il y a la population, donc c'est leur faute entre guillemets, parce que ce qui paraît le Hamas cache des armes au niveau de la population et donc fait que ça devient un endroit où attaquer. De toute manière, Gaza étant quasi un des seuls territoires que la Palestine occupe encore pour l'instant, majoritairement les Palestiniens se retrouvent au niveau de la bande de Gaza, et comme c'est un endroit très dense rempli de population, c'est normal qu'une seule roquette fasse plus de dégâts que la population israélienne qui tire sur des civils. Voilà, sur des civils, et à un endroit où il y a beaucoup de gens, alors que Israël maintenant qui a conquis quand même pas mal de la Palestine, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire, donc
normal que les dégâts soient un peu moins conséquents. Donc voilà, désolé si ça a été un peu, voilà, j'essaie de faire vraiment que ce soit digeste pour vous, mais c'est des infos qui étaient importantes, des dates aussi importantes pour vraiment savoir. Donc voilà, maintenant on va laisser Ashita parler sur l'actualité pour que vous sachiez un peu ce qui se passe. Donc récemment en fait on a entendu parler de tout ce qui se passe vraiment en Palestine vers septembre 2023 et donc du coup il y a eu de vives réactions en tout cas sur les réseaux sociaux, donc c'était sur Twitter si je me rappelle bien, donc il y avait vraiment tout ce qui se passait était montré sur Twitter sans filtre et tout ça, donc on a pu se rendre compte de vraiment les dégâts qu'il y a eu. C'était important. C'était quand même ahurissant et ça a été mis en lumière en fait par les internautes tout simplement. Dieu merci. Donc moi ce que j'avais regardé, enfin j'avais regardé un peu partout et tout ça. L'influenceuse Crazy Sally vraiment avait très bien expliqué que vraiment en fait Israël ce qu'ils font là maintenant c'est que c'est stratégique. Chaque attaque qu'ils font c'est stratégique. À chaque fois qu'ils bombardent ils choisissent un moment précis où les gens justement leur attention est détournée. Donc ce qui fait qu'en fait par exemple il y avait eu un bombardement le jour du Met Gala. Ce qui fait qu'en fait tout ce qui se passait chez les Palestiniens à Gaza et tout ça c'était pas visible parce qu'il y avait le Met Gala, parce que voilà les personnes ont des jolies tenues et tout ça. Donc du coup c'est pour justement détourner notre attention. Sauf que les internautes ils se sont pas laissés faire et ils ont partagé en masse et ils savent ce qui se passe, ils savent que c'est toujours là. Et donc voilà, moi ce que je trouve plutôt bien c'est que genre ils se sont pas laissés distraire vraiment et ils ont regardé la réalité en face, il se passe ça et il faut réagir. Par exemple donc il y avait le Met Gala ou alors le plus récent, le 28 mai c'était le jour du Memorial Day aux États-Unis. C'est un jour très important pour les Américains et Israël justement a attaqué les bandes de Gaza à ce moment-là. Et en voyant en fait que les personnalités publiques ne disaient rien, les internautes en fait ils ont commencé à se dire bon c'est bon, on en a marre que les gens disent rien, il faut réagir. À un moment donné on voit les civils se faire brûler littéralement sous nos yeux et il n'y a rien qui est fait. Donc ils ont créé un hashtag sur Twitter qui a pris beaucoup d'ampleur. C'était le hashtag boycott 2024. Et par exemple je sais que Kim Kardashian avait perdu beaucoup d'abonnés parce qu'elle montrait pas son soutien. Il y a plein de célébrités qui avaient eu ça. Et en plus elle avait parlé là où elle avait fait une interview je ne sais plus où et il y avait une énorme audience. Elle avait parlé avec quelqu'un tu vois et elle avait dit en mode quelqu'un avait crié en mode Free Palestine et puis elle avait dit Free all Free all et tout ça. People, oui c'était un truc de stand-up où je sais pas quoi elle était invitée, il y a quelqu'un qui a crié ça. En fait, c'est pour vraiment montrer en fait que on a le pouvoir sur eux. On peut terminer leur carrière directement, genre en mode leur argent, on leur fait ça. S'ils ont plus de visibilité, c'est fini. Il y a beaucoup d'influenceurs encore aujourd'hui qui, par exemple, il y avait eu un moment où il y avait une liste pour boycotter, par exemple. Il y avait toute une liste. Squeezie, il y avait ça. Et ils parlaient pas. Voilà. Et donc ils ont parlé. C'est très bien parce qu'à un moment on peut plus ne pas parler de ce genre de choses. On a les médias pour. On est nous là en fait. Nous on va servir. Ils ont une plateforme qui peuvent faire changer les choses. Et ça se voit. Il y en a plein qui ont fait. Oui, par exemple, il y a eu Ariana Grande. Tout ce qu'elle a fait, c'est partager une cagnotte. Il y a eu 120 000 $ qui ont été récoltés au moment où elle a fait ça. Donc je crois que c'était le lendemain des bombardements. Elle a partagé ça sur sa story Instagram. Et il y a eu 120 000 $. Donc clairement, le boycott, il marche et il faut continuer et il faut mettre cette pression. Je vous mettrai quelques parce que bon, je vais essayer de trouver. Non, il y a la liste de magasins, etc. à boycotter pour ceux qui veulent. Bien sûr, on est humain. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tous boycotter. Il n'y a pas de souci. Il faut pas vous mettre non plus une pression gigantesque là-dessus. Mais par exemple, il y a des choses, par exemple, je peux le dire, je m'en fous. Starbucks, imaginons, on peut le boycotter, c'est pas quelque chose qui est essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des magasins où, bon, si vous avez peut-être pas d'argent, si c'est moins cher, enfin bref, on connaît pas votre situation, c'est chacun son dos. Vous faites comme vous le sentez. Mais par exemple, ce genre de magasin, McDo, c'est des choses qu'on peut se passer. Donc, si vous pouvez faire ça, c'est déjà bien. Ça aide la cause avec ce qu'on peut. En fait, toutes ces enseignes-là financent ce qui se passe chez les Palestiniens et on peut pas laisser ça se passer comme ça sans rien faire. Et ça peut pas continuer. Et il y a déjà eu beaucoup d'impacts positifs. Vous avez vu que Starbucks, il y a plein de Starbucks qui ont fermé dans le monde. Il y avait un McDonald's, je crois, en Algérie qui a fermé ses portes. Donc vraiment. Il y a plusieurs McDonald's maintenant qui donnent une lettre de justification dans différents pays pour dire qu'ils ne financent pas ces choses-là. Mais bon, McDonald's c'est américain quoi. Et la dernière actualité qu'il y avait, c'est le discours de Netanyahou, c'est le président d'Israël. Donc en fait, c'était LCI, il l'avait invité à faire une allocution. Donc il a fait une allocution présidentielle. Il s'est pas excusé de ce qui s'est passé. Il a montré aucun remords. Pour lui, en fait, il expliquait les raisons par A plus B pourquoi il faisait ça. Oui, en fait, sur la peur des Français. Parce
parce qu'il visait principalement les Français. Et il parlait aussi en français. Vraiment s'adresser à la cible. Donc il avait vraiment une stratégie derrière pour vraiment captiver l'attention et jouer des peurs. C'est-à-dire ce qui est arrivé à Samuel Paty, ou alors il a fait le parallèle avec les banlieues. Par exemple, les bêtes banlieues là, qui est à Paris et tout ça. Il avait dit un truc du genre, ces banlieues-là regorgent de terroristes, vous pouvez pas continuer à ce qu'ils restent comme ça. Et il jouait sur ces peurs-là pour justement les Français ils disent, ah, peut-être ce qu'il fait c'est bien et tout ça. Donc il a essayé de faire un peu un retournement de cerveau. Comme il y a avec la situation actuelle qui se passe en France, c'est clairement tout bénef pour lui. Clairement. Il se dit, je vais peut-être avoir le soutien des Français et peut-être que voilà, je vais pouvoir continuer mon truc tranquille. C'est ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Les personnes un peu sensées d'esprit vont pas se dire ça. On fait tout un pataquès pour les droits de l'homme, mais rien ne se passe. Là, on va pas aider pour l'instant des populations qui en ont besoin. Et donc là, les droits de l'homme, enfin, je suis désolé, c'est pour qu'en fait, c'est chacun sa guise, quoi. Chacun prend ce qu'il veut dans les droits de l'homme et c'est tout. Et on va pas aider. Mais là, de nouveau. C'est pas possible. C'est des bébés, des mères, des familles. Je suis désolé. N'importe quoi. C'est pas possible. Les personnes qui sont en Europe, on a aidé l'Ukraine pour quand elle s'est fait défoncer par la Russie. Mais la France a été les premiers. Et la France a été les premiers. Pourquoi on n'aide pas la Palestine? Alors que c'est un conflit qui date, comme je vous ai expliqué tout en long là au début de la vidéo, qui existe depuis longtemps. On vous laisse vous faire votre avis. Mais on laisse vous faire votre avis. Mais de toute façon, vous pouvez déjà le savoir en fonction de sa vidéo, parce que sinon, vous saurez bien. Je pense que vous êtes assez mature. Vous savez un petit peu quelle position on prend par rapport à ça. On va pas trop l'exprimer. C'est quand même un conflit qui est très grave et il faut absolument mettre la lumière dessus parce que c'est pas possible. Des enfants qui perdent leur mère et tout, qui enterrent et c'est plus possible. On se rend compte de la chance qu'on a de vivre sous un toit et on peut pas ne pas rien faire. Ne serait-ce qu'un retweet, ça prend 2 minutes. C'est ça. Ne serait-ce qu'un retweet, partager une story, ne serait-ce qu'investir 1 euro ou 2 dans les cagnottes. C'est rien. C'est un tout petit geste qui fait vraiment une grande différence. C'est ça. Si on est 10 000 à le faire, c'est combien 2 euros fois 10 000. Allez. 20 000. 20 000. C'est 20 000 des années si on est. Voilà. D'apporter un peu notre soutien comme ça en fait. Notre pierre à l'édifice. Voilà, exactement. Et voilà les gars, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Pas kiffé, mais c'est... Vous avez pu apprendre des choses. Je trouve que c'est une vidéo d'ordre public. Je trouve que comme je vous ai dit au tout début... Un devoir de mémoire. Voilà, et quelle que soit votre plateforme, parlez-en. Je vous dis pas de faire chaque semaine une vidéo là-dessus, parce que voilà, parlez-en au moins. Postez des stories, comme elle a dit, retweeter, aider, boycotter certaines marques qu'il faut boycotter. À un moment, voilà, on peut faire des choses. Je vous demande pas si vous avez 10 ans ou quoi, que vous regardez des vidéos YouTube. Vous êtes enfant, c'est triste, mais vous devez pas nécessairement être au courant de ça. C'est trop triste pour vous, vous êtes encore trop jeune. Et pour les gens qui sont comme nous, à partir, je sais pas moi, 17, conscientisez-vous vraiment sur ce qui se passe parce que c'est important. On peut pas laisser ça comme ça. Et voilà, faites tout ce que vous pouvez à votre échelle. On vous demande pas de vous couper un bras non plus. On sait tous comment ça fonctionne, mais faites ce que vous pouvez quoi. Donc voilà, et j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. On vous mettra en barre d'infos toutes nos sources. Moi je sais que j'ai eu Hugo Décrypte, il y a un peu internet, elle a dit Crazy Sally, etc. Donc voilà, on vous mettra un peu les sources. Allez regarder, ils ont fait des vidéos où ils expliquent vraiment beaucoup mieux. Elles expliquent très bien. Fond en comble, tout détail, etc. Et de toute manière, vous regardez sur internet, il y a plein d'informations là-dessus. Et il y a plein de vidéos YouTube aussi de youtubeurs qui expliquent ça plutôt bien aussi. C'est ça. Si vous voulez plus vous renseigner là-dessus, c'est important. Bon, bah écoutez, je vous dis dans un mois. Comme vous savez, j'arrête. Donc je vous dis dans un mois et pour une vidéo un peu plus bonne, je l'espère. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à poser des questions. On pourra toujours vous répondre en commentaire. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller chercher. C'est bien de se cultiver. Voilà. Bisous. Ciao.